De partout à la ronde, on entendait le vent siffler. Les cris et les aboiements avaient enfin cessé. Ils avaient fait place au silence, à un silence dur, rempli de honte de n'avoir rien fait, rien dit. Ce matin-là, les hommes et les enfants avaient marché jusqu'à la baie. On le leur avait demandé. Les chiens attachés mais confiants avaient suivi. Cette histoire, j'ai tardé à te la raconter. Je le fais aujourd'hui, petite Marie, à la manière d'une épreuve qu'il te faudra traverser. Je vais te raconter ce qu'ont fait des hommes. Je te dirai ce qu'il en a coûté, tant à notre histoire qu'à notre communauté. Nos aînés, je te l'ai raconté, ne possédaient rien. Rien qui ne soit fait de vent, de glace et d'immensité. Rien qui ne soit de courage tissé, du désir de s'unir à la neige et aux chiens pour mieux épier, traquer, harponner et rapporter à la communauté caribous, phoques et salmonidés. Quand j'habitais à Kangersuk, je voyageais en traîneau tiré par des chiens avec mon père. Il n'y avait pas de motoneige, ni de transport motorisé à l'époque. J'aimais me déplacer en traîneau, car c'était le seul moyen de transport dans le temps. Autrefois, les chiens huskies étaient le seul moyen pour nous de faire nos tâches quotidiennes pour survivre. Un homme qui n'avait pas de chien ne pouvait pas aller poser ses pièges à renards, ni les vérifier régulièrement, ni chasser dans sa région pour se nourrir. Même si les hommes se conduisaient différemment dans différentes situations, ils avaient une chose en commun, les chiens. Des chiens de bonne lignée, bien accouplés, constituaient un atout pour leur maître, qui pouvaient en profiter toute leur vie. Si l'homme était excellent chasseur, il pouvait même s'acheter un bateau Peterhead, grâce à l'aide de ses chiens. Les chiens faisaient l'aller-retour chaque jour jusqu'au piège à renards. C'est ainsi qu'un homme pouvait obtenir un Peterhead, en vendant des peaux de renard. Parfois, des hommes de différents camps se mettaient ensemble et, en travaillant en équipe, arrivaient à se procurer un Peterhead. Les chiens huskies nous permettaient d'avoir l'esprit en paix. Ils nous donnaient la capacité de chasser pour nourrir notre famille, et nous savions qu'ils nous avertiraient en cas de danger. Nous pouvions dormir tranquilles dans un igloo sans craindre qu'un animal sauvage s'approche de notre camp. Les chiens étaient les meilleurs guetteurs. Les chiens huskies étaient vraiment utiles dans leur temps. Même dans un blizzard, les chiens menaient leur maître à destination sans perdre leur chemin. Nous n'avions pas besoin de recherche et secours pour les chasseurs égarés, car personne ne se perdait. C'est un avantage que j'aimais vraiment beaucoup. Même à moi, c'est arrivé. Dans les terres, pris dans un blizzard, et mes chiens m'ont amené à destination.
C'était bien de pouvoir se fier, de savoir qu'on pouvait compter sur les chiens dans n'importe quelle situation, même sur la banquise. Le chasseur pris dans un blizzard ne donnait pas d'instructions. Même moi, je me suis fait dire de me taire par le chasseur que je suivais pour ne pas déconcentrer les chiens qui s'efforçaient de rester sur la bonne voie. En pleine tempête de neige, les chiens se rendaient directement à la destination voulue, sans aucun problème. Les chiens avaient une boussole intégrée. Ils n'avaient pas besoin de la technologie d'aujourd'hui, celle qui demande des piles. On utilisait même les chiens pour trouver les trous d'air des phoques. Parfois, une famille se trouvait enneigée dans un igloo, ne laissant pas une trace. Mais ils pouvaient flairer et la trouver, sauvant ces gens de la suffocation et de la faim. Aucun doute, les chiens ont sauvé bien des vies. Ils ont même sauvé des gens de la noyade en les tirant hors de l'eau. J'ai entendu parler de tous ces actes d'héroïsme, mais je n'ai pas été témoin du dernier. Aucun doute, nous n'aurions pas survécu sans les chiens. Nous avons dû manger un de nos 5 chiens. Mes sœurs et moi étions encore enfants, quand mon père a décidé d'aller au bout de la banquise, à une petite île. Mon père a tué un des 5 chiens et enlevé le bout du traîneau à la scie. Nous avions un long traîneau. Et nous avons utilisé ce bois pour nous chauffer. C'est ainsi que mes parents nous ont tous sauvé la vie. Je m'en rappelle très bien. Après la tempête, nous avons poursuivi notre chemin vers l'île en apportant le reste de la viande de chien. Quand un homme commençait à préparer son traîneau pour un voyage, les chiens étaient très heureux et se mettaient à japper et à gambader. Une fois le chien de tête attelée en avant du traîneau, les autres le suivaient et se tenaient debout, prêts à être attelés eux aussi.
Il restait là, tranquille, sans courir ça et là. Agiter le fouet, dire « hara » et courir dans cette direction. Pour les arrêter, oh, je les arrête quand ils ne vont pas dans la direction que j'ai indiquée. Et je cours vers eux. S'ils continuent d'aller dans la mauvaise direction, on les arrête. Oh. Je cours dans la direction où je veux qu'ils aillent et dis « oh, oh ». Et ils prennent cette direction. Parfois, ils veulent juste continuer sur le même chemin. Je dois alors faire claquer le fouet et dire « hara ». Et finalement, ils iront dans la direction que je veux. C'est ainsi qu'on les entraîne à obéir à nos commandements, avec ces petits mots. « Hara ». « Oh, oh ». Pour nous veut dire tourner à droite. Je ne peux pas vous le dire, pas à la télé. C'est mon secret. À cette époque, si vous aviez 4 ou 5 peaux de renard, vous pouviez les échanger contre des provisions comme de la farine, du thé, du tabac ou des munitions. Les chiens nous fournissaient le moyen de réaliser ces choses, installer nos lignes de piégeage, les vérifier, aller faire des achats. Cette vie était faite de liberté, et les chiens, nos seuls alliés. Pendant des semaines, ils tiraient toutes les charges, défiaient tous les temps, démontraient tous les courages. Ils étaient fiers, rapides, vaillants. Derrière leurs attelages, on voyait les traîneaux filer, les fouets danser, telles des tâches qu'un peintre aurait savamment emmêlées. Les chiens connaissaient les hommes, ne les décevaient pas. Ils les comprenaient, obéissant à la voix. Ils n'abandonnaient jamais, sauf lorsque la faim les tenaillait. Il fallait s'assurer que chacun puisse manger. Comme adolescent, j'en avais la responsabilité. Un jour, le chien de tête m'a remplacé. J'en reste encore impressionné. La nuit tombée, les chasseurs en paix dormaient, car les chiens, eux, veillaient. Un homme qui possédait des chiens pouvait subvenir aux besoins de sa famille de façon très autonome. Il pouvait se déplacer pour chasser. Ainsi, l'attelage de chiens faisait l'homme. Même le garçon qui donnait l'impression qu'il ne serait jamais véritablement un homme, dès que ce garçon possédait un attelage de chiens, il devenait un grand chasseur et un homme fait. Il finissait même par aider ses voisins en leur fournissant transport et nourriture. Les chiens étaient essentiels aux Inuits avant l'invasion de la civilisation. Nous sommes venus tuer les chiens. Ce matin-là, on nous a ordonné de conduire les chiens jusqu'à la baie. Naïfs, inquiets, étonnés, nous avons obéi sans oser questionner. La première fois que j'ai vu ce policier, son visage était sévère, intimidant.
Lors du massacre des chiens, l'homme blanc s'est mis à la tâche sans se soucier le moindrement des Inuits. Je ne dis pas qu'il n'y avait que des hommes blancs, mais les policiers qui étaient au village à l'époque ont tout simplement massacré les chiens sans préambule ni préavis. J'ai entendu parler de cas où ils avaient dit aux Inuits d'attacher leurs chiens. Ça ne s'était jamais fait avant. Les chiens étaient libres de vagabonder pour conserver leur force. Mais à ce que je sache, les hommes blancs n'ont jamais pensé expliquer aux Inuits la raison du massacre. Ils n'ont pas demandé la permission ni donné d'avertissement. J'ai appris que dans la plupart des villages, ils se sont simplement mis à les abattre. Non, ils n'ont rien dit. Ils ne se sont pas objectés. Dans le temps, les Halunat n'étaient pas approchables, même que les Inuits les craignaient. C'est pourquoi les Inuits n'ont rien fait ni rien dit pour les arrêter, ou même exprimer leur inquiétude. Dans le temps, les Halunat n'étaient pas approchables et les Inuits les redoutaient. Moi, j'avais très peur d'eux, alors je n'ai osé rien dire quand ils ont commencé à tuer nos chiens. Quand les Halunat sont arrivés dans le nord, ils ne traitaient pas les Inuits comme les leurs. Ils les traitaient comme des ordures. Ils ont commencé comme ça. Je me souviens d'un homme en particulier qui maltraitait vraiment les Inuits. Au début du massacre, on aurait dit que la GRC le faisait. Un policier était en poste à Inukjuak, mais aucun autre ailleurs, près d'ici. On aurait dit que la GRC donnait son maximum, mais les agents ne faisaient que suivre les ordres du gouvernement. Ils prenaient au sérieux leur tâche de tuer les chiens libres. Ils avaient l'autorité de désigner d'autres Blancs dans d'autres villages pour tuer les chiens libres. Quand ces agents de la GRC voulaient que quelque chose se fasse, nous n'avions d'autre choix que d'obéir. Ils désignaient ainsi n'importe quel Blanc disponible, un gérant de magasin ou quiconque pouvait abattre des chiens libres, parce que c'est ce que le gouvernement voulait. Ils ne réalisaient pas le tort qu'ils causaient à notre subsistance. Même si nous étions vraiment furieux contre la police ou un Halunat, nous les trouvions intimidants et nous ne disions rien, même si nous les savions responsables d'avoir tué nos chiens. C'était comme ça. Le cœur battant de rage, notre seul moyen de subsistance détruit, la colère. Mais l'intimidation, à l'époque, nous ne pouvions rien y faire, même s'ils n'étaient que de simples Halunat. C'est ici que nos chiens ont été abattus, dans la baie. Quand nous sommes arrivés, on aurait dit que tout le village était ici. Menant leurs chiens à la mort. Menant leurs chiens en laisse au massacre. Même les enfants étaient là avec leurs chiens qui leur étaient assignés. C'est ainsi que ça s'est passé. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut tuer les chiens. Je ne me souviens pas si tous mes chiens furent abattus. Sans doute aucun n'a survécu. J'avais essayé de résister plutôt, mais ils ont dit qu'il valait mieux tuer les chiens avant que les chiens se retournent contre les humains, car ils avaient attaqué des gens dans d'autres villages. C'est l'excuse qu'on donnait pour le massacre. Nalamot, isumalamot, upaluyamot, ang ilokkugun. Sumut, latsanyo yakata.
utaqqiluormata hukiutikkatut toqutsigumamut qimmitinning sikkivallaamut ilagiliutiliorput piaqatta huaqsaavallaaningit qianingillu sugiallavi qalaungilagut nimaallaxajeeqsuta nipatseequtsuta kappiasutsuta uumajoqtitut piniaqtaujutitut. Quand ces policiers sont venus, nous étions tous sur la banquise. Ils ont commencé à tirer immédiatement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Nous avions l'habitude d'assigner des chiens à nos enfants. Ils pensaient que ces chiens étaient vraiment à eux et ils jouaient avec eux. Mais cette sortie avait pour but un massacre. Absolument, c'en était d'autant plus déchirant. Oui, mais même si c'était déchirant, nous n'avons pu que consentir. Et un grand nombre de chiens étaient dans la baie pour le massacre. J'ai entendu les premiers coups de feu et les chiens se sont mis à hurler jusqu'à ce qu'ils soient abattus. J'ai vu les chiens brûler après le massacre. C'était une scène horrible et je n'ai pas aimé voir ça. En plus, la seule présence de ce policier était intimidante et faisait même peur. Toutes les fois que je voyais un policier, je me sentais comme ça. Le policier était brutal avec les chiens. Parfois, il manquait son coup. Le chien n'était pas tué et s'échappait avec un trou dans l'estomac ou ailleurs. Quelle expérience! Nous avons même mené les chiens au lieu du massacre parce que les tueurs l'avaient demandé. Les chiens étaient habitués à nous et sont allés de bon gré. Nous faisions bonne contenance, mais au fond, nous bouillonnions de rage. C'était désolant et tout à fait démoralisant. Sans aucun doute, des gens ont mal dormi cette nuit-là, en pensant à leur dépossession. Nous étouffions nos regrets. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça. Mais ce massacre était le premier du genre. Et c'était une expérience pénible. J'avais le sentiment de renoncer à ma vie en amenant les chiens à la baie. Les voir ainsi une dernière fois, si confiants, marchant avec nous comme ils le faisaient toujours, menés en laisse jusqu'au lieu du massacre. J'avais de la peine pour mes chiens. Je pense que toutes les autres victimes avaient le même sentiment, comme s'ils renonçaient à une partie de leur vie au profit de la mort. Je ne pouvais penser clairement, sachant que notre seul moyen de transport avait disparu. Certains chiens étaient vraiment fiables. Le premier massacre a été fait par des employés de la compagnie de la baie d'Hudson
laissant les hommes venus faire des échanges sans moyen de rejoindre leur famille. Les 2 ou 3 employés de la compagnie de la baie d'Hudson étaient les seuls blancs ici à l'époque. Ils ont abattu les chiens des chasseurs parce que les chiens vagabondaient librement. Oui, ces hommes ont commencé le massacre sans prévenir et avant que la police arrive. Ils ont tiré les premiers coups de feu. Il y avait habituellement 2 employés, mais le gérant avait amené sa femme. Le mari a abattu les chiens des chasseurs venus échanger leur peau de renard, leur enlevant ainsi tout moyen de retourner chez eux. Oui, quelqu'un s'est fâché. J'ai suivi un homme d'un autre camp qui est allé voir le gérant pour lui demander d'achever un chien qu'il avait tiré. Le gérant s'est fâché et a commencé à se battre à coups de poing. Quand on lui a dit que le chien qui avait été tiré s'était réfugié sous le bâtiment et souffrait. On lui a demandé de tirer de nouveau sur le chien pour mettre fin à ses souffrances. Il n'a pas aimé ça et a commencé à frapper le propriétaire à coups de poing. Mais il ne faisait pas le poids avec cet Inuk, même s'ils étaient de la même taille. Oui, dans ce temps-là, les chiens étaient le seul moyen de subsistance pour les Inuits. Ils étaient vraiment utiles. La compagnie de la baie d'Hudson n'était pas le seul organisme dans notre région. Des gens comme des agents du gouvernement, des enseignants et des fonctionnaires provinciaux commençaient à arriver. Le nombre de chiens diminuait toujours parce qu'ils n'étaient pas attachés, comme on nous avait dit de le faire. Les tueurs de chiens désignés tiraient au fusil sur tous les chiens libres, du moins dans notre village. Même les chiens cachés sous une maison se faisaient abattre. Ces chiens étaient très importants pour nous, car ils étaient notre seul moyen de subsistance. Mais les fonctionnaires fédéraux et provinciaux les massacraient. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Allez. Allez. Sors. Les agents de la GRC étaient les messagers du gouvernement. Le gouvernement dresse des plans pour son pays. Et quand des consignes précises sont données aux divers départements, ils doivent s'exécuter. Donc, quand les agents de la GRC se sont fait dire de débarrasser les villages de tous les chiens libres, ils l'ont fait. Ces policiers agissaient comme s'ils étaient les maîtres du monde. Nous n'aurions pas voulu nous les mettre à dos, car ils avaient même l'air brutal. Ils se donnaient au travail à fond. Les Inuits étaient vraiment intimidés par les nouveaux venus, les voyant comme des êtres supérieurs. L'homme blanc avait apporté des choses qu'ils n'avaient jamais vues, entre autres des outils en acier. Ils étaient impressionnants, imposants même, et donc intimidants. C'est pourquoi les Inuits n'osaient pas s'opposer à eux. Les Inuits auraient peut-être pu arrêter le massacre, mais l'homme blanc avait tous ces nouveaux machins. Il y avait sans doute d'autres pouvoirs. C'est pour ça qu'on n'a pas offert de résistance lors du massacre.
Il y avait une pile énorme de chiens morts, comme une pyramide sur la banquise, qu'on allait brûler. Khimmiit atausiuttisutik halereelertitaulut Les chiens, les uns sur les autres jetés, formaient d'étranges mausolées. La police, fière de tant d'efficacité, s'est empressée de les incendier. Certains des nôtres y ont participé. De cette terrible crémation, je garde des souvenirs sans nom. Mais plusieurs ont oublié qu'on les a sauvagement privés de leur identité et de leur liberté. piasuttitautsutik apsaataulauramik kinaunerminik isumamigunnannerminik. Oui, ils sont partis tout de suite après le massacre. On nous a dit qu'ils attaquaient et écharpaient les gens. C'est pourquoi on les abattait. Mais auparavant, avant que les Khalunat arrivent, quand un chien attaquait une personne, on le tuait immédiatement. C'était une règle tacite chez les Inuits. Ce qui nous est vraiment arrivé, c'est que des bons chiens en santé se sont fait tuer sans raison apparente ni logique. Cela m'a vraiment bouleversé. Pas seulement moi, mais aussi beaucoup d'autres hommes. On a ainsi supprimé, anéanti notre mode de subsistance. Ils ont dit que les chiens étaient féroces, qu'ils ne voulaient pas les voir attaquer et tuer des gens. Ce sont les raisons qu'ils donnaient. Ces raisons me font penser au programme de contrôle des armes à feu en vigueur maintenant. Les règles de sécurité relatives aux armes à feu me rappellent les raisons données par le massacre des chiens. Mais j'essaie de me souvenir d'une seule occasion où un chien aurait effectivement tué quelqu'un. Et je ne vois rien. Tué par un chien? Jamais entendu ça. Mais je me souviens d'un incident à Puvirnituk, plus tard, après que les Inuits de la région d'Akulivik aient emménagé dans notre camp. Je me souviens d'une seule personne qui avait été attaquée et tuée par des chiens. Mais cela ne me convaincra jamais que les chiens sont une menace pour la société. J'avais l'habitude de dormir entre mes chiens et je n'ai jamais eu peur d'eux. Je désapprouvais le massacre, car je savais que mes chiens étaient mon moyen de subsistance et que je pouvais me déplacer sur de longues distances avec mon attelage de chiens. Quand ils ont dit que les chiens étaient des meurtriers, je ne l'ai pas cru. Je crois plutôt qu'ils assuraient notre survivance, surtout avant l'arrivée des Blancs. Sans les chiens, le peuple inuit aurait été décimé au lieu de croître. Le risque que des chiens attaquent des gens n'était peut-être qu'une excuse. Je vois ça aujourd'hui comme un moyen de réprimer les Inuits, de leur enlever leur autonomie. Les Blancs voulaient seulement voir les chiens tués. Ces Blancs, ces gens du gouvernement, ont commencé à tuer nos chiens ici. En même temps, les motoneiges étaient introduites, des modèles lents qui allaient à 7 ou 10 000 à l'heure, les premiers modèles. On m'a dit, tu serais sans doute mieux sans ça. Garde tes chiens. Mais je voulais vraiment avoir une motoneige, car je n'avais pas besoin de courir à côté, et c'était si facile de se déplacer. Il suffisait d'un mouvement du pouce pour que ça bouge. Pas besoin de la vigilance que les chiens exigeaient. Les gérants de magasins faisaient valoir les motoneiges, même si nous avions beaucoup de chiens. La rapidité et la facilité des motoneiges ont été la ruine des attelages de chiens et un ferment de haine pour les chiens. Ils causent du dommage, quoi qu'on dise. Tous les types de transports en cause. Beaucoup de gens sont morts en motoneige. Des chiens ont déchiqueté et tué des gens, mais beaucoup moins que les motoneiges. La motoneige, un mode de transport, a tué bien des gens, mutilé bien des gens. Les chiens en ont tué beaucoup moins.
Les dommages causés par les chiens ont été exagérés, mais rien n'a été dit ni fait à propos des dommages causés par les motoneiges. C'est ça que je n'aime vraiment pas. Les chiens ont fait subir aux humains bien moins de dommages et les gens s'en plaignent pour quelques rares incidents. Mais ils ne reviennent pas sans cesse sur les dommages causés aux humains par les motoneiges. C'est ça que je n'aime vraiment pas. Personne ne fait rien pour éliminer les motoneiges. Personne sans doute ne le fera. Quand on m'a dit que mon peuple pourrait bientôt se procurer des motoneiges, je ne pouvais imaginer ce qu'était une motoneige parce que je n'en avais jamais vu encore. C'était quoi une motoneige? Pourquoi riait-il? On aurait dit qu'il prenait plaisir au massacre. Je me souviens d'avoir pensé ça. À ce moment-là, je n'aimais pas l'attitude du père Dionne. De quoi avait l'air une motoneige? Je n'en avais pas la moindre idée. Et puis, les motoneiges étaient à vendre et certains en ont acheté. Certains n'avaient pas d'argent. Mon père a eu sa propre motoneige qu'il devait réparer quand elle brisait et ça lui prenait toute la journée. Il devait acheter des pièces coûteuses. J'étais triste pour lui. Il devait la réparer, l'arranger. Il devait acheter des pièces coûteuses. J'avais vraiment de la peine pour lui, mais je ne pouvais pas le lui dire non plus. Les motoneiges sont coûteuses. Il leur faut beaucoup d'essence. Du temps des attelages de chiens, nous partions dans les terres pour des semaines à la fois, et il ne fallait rien acheter pour eux. Pour nous, il fallait du thé, un peu de bannock, surtout du thé, et du kérosène pour le réchaud. Mais rien du commerce pour les chiens. Tant que nous avions des aliments du pays, avec un peu de thé et de tabac, voilà. C'était nos provisions pour un long voyage de chasse. Le bannock était rare, et nous pouvions facilement nous en passer. Mais si nous manquions de thé, nos forces flanchaient. Comme les chiens, il manquait de graisse de phoque. Nous étions accros au thé. J'ai commencé de nouveau à élever des chiens en me rappelant le conseil de mon père. Il disait « N'achète pas de motoneige, continue avec l'attelage de chiens ». Ces mots me hantaient. Je ne pouvais pas les oublier. Ces mots de sagesse, disant que les motoneiges brisent et que leurs conducteurs pouvaient geler à mort dans les terres. Ne les utilise pas. Mais je n'en ai pas tenu compte à l'époque. J'allais si loin et si vite sur une motoneige. Ces machines coûtent cher et leur prix augmentait continuellement. Elles furent notre ruine. Les Blancs nous ont vendu leur motoneige. Nous n'avions pas de quoi payer. Aussi, il a fallu troquer, pierre à savon sculptée, peau de phoque et travail saisonnier.
Il a fallu bien des années pour se remettre sur pied. Certains n'y sont pas arrivés. Dans l'alcool, ils ont sombré. Pendant longtemps, nous n'avons pu, l'hiver, chasser. Il fallait attendre l'été, car du kayak, on pouvait harponner. Je craignais ce qui allait se produire ensuite, car notre seul moyen de chasser était éliminé. L'avenir était sombre. Nous étions si accablés à nous demander comment nous pourrions survivre. Nous ne savions pas ce qui se passerait par la suite. Cet élément de notre quotidien, qui occupait tant de nos pensées, avait maintenant disparu. Je n'avais plus le cœur à rien, car pour un Inuk, nos chiens étaient le bien le plus précieux. Ils nous aidaient à survivre en nous amenant plus loin du camp, dans des territoires de chasse, puisque les animaux ne vivent pas près des camps. Nous pouvions nous déplacer sur de longues distances en ce temps-là. Cette histoire de tuerie des chiens est bien difficile à comprendre pour moi. Le policier n'a même pas donné de choix. On dirait qu'il voulait simplement éliminer les Inuits, détruire leurs moyens de subsistance. J'avais une femme et 2 enfants quand ils ont commencé à tuer nos chiens à Kuujjuarapik, vers 1960-61. Et en 1962, il ne restait plus un chien. L'homme en a été beaucoup affecté, dépouillé de sa compétence, de ses prouesses de chasseur et de son autorité. Les membres de sa famille étaient privés de partir avec lui à l'aventure de la chasse. Ses enfants étaient privés d'apprendre comment conduire l'attelage de chiens, d'apprendre des techniques de survie. Le cœur même de la vie inuite fut détruit par le massacre. Beaucoup de gens en furent affectés, pas seulement les hommes, mais tous les membres de la famille. Après le massacre, les problèmes sociaux ont commencé. Ils avaient trop de temps pour penser, et l'avenir n'avait pas l'air prometteur. Ce fut le moment décisif de la dégradation de notre mode de vie.
On savait, avant le massacre, comment faire des boissons alcoolisées à la maison. Mais l'usage de ces boissons s'est répandu par la suite. Et on s'est mis à voir des gens ivres. Après le massacre, il y avait beaucoup d'ivrognes. Je me rappelle beaucoup de gens saoux et ça me terrifiait. Il n'y avait pas d'ordre public dans notre village. On aurait dit que personne n'était responsable. Tout était fou. C'était le chaos. Des gens ivres partout qui se bagarraient, en rage. Ces batailles étaient affreuses. On s'échangeait les femmes. Ce n'était pas une façon de vivre. Toutes ces choses qui arrivaient nous terrifiaient. Les Inuits se sont fixés, se sont installés dans les villages nouvellement construits. L'homme blanc avait amorcé la sédentarisation dans les régions populeuses et le massacre a contribué à retenir les Inuits. Ils n'avaient plus de liberté et attendaient l'aide du gouvernement, un tout autre mode de vie. À cette époque, ils se contentaient d'attendre les chèques mensuels du bien-être social. Ils étaient complètement privés de liberté et le ressentaient quand ils n'avaient plus de chiens pour un attelage. Je ne veux pas perdre mon identité inuite. Je me suis toujours efforcé de garder la culture inuite vivante. J'ai continué d'utiliser mon attelage de chien, même quand j'étais le seul à le faire. D'autres s'y sont mis depuis. Je ne veux pas perdre notre culture et l'attelage de chien est un des symboles de notre héritage ethnique. Jamais personne ne m'a présenté des excuses, pas même une fois. Je ne me rappelle rien qui ressemble le moindrement à du repentir. Je suis désolé que vos chiens aient été tués, est une phrase que je n'ai jamais entendue. On ne m'a rien donné pour les remplacer. Je dis les choses telles qu'elles sont. Moi, je l'ai comparé à l'époque de la guerre contre le Japon. Les Japonais furent déportés du Canada. Ils étaient des immigrants reçus, se déclarant canadiens, et ont été expulsés simplement à cause de leur origine, et parce que le Japon était en guerre contre le Canada. Le massacre m'a rappelé les méfaits commis contre les Japonais avant nous. Le gouvernement canadien a depuis présenté ses excuses et donné compensation aux Japonais lésés. Et je crois que nous méritons le même traitement, même après toutes ces années, pour le tort causé à notre mode de vie. Si on se mettait à tirer sur les avions ou tous les transports par ici, et qu'on les achevait tous, le gouvernement nous déclarerait sûrement la guerre. Mais nous sommes restés tranquilles jusqu'à maintenant. Bien sûr que le gouvernement nous ferait la guerre si nous abattions des avions. C'est leur moyen de transport, tout comme ils ont supprimé notre moyen de transport. Ils nous écraseraient sans doute jusqu'au dernier. C'est ainsi qu'ils nous ont fait sentir, impuissants et malheureux, quand les chiens furent exterminés. Ceux qui avaient des chiens ont caché leur colère trop longtemps. Mais aujourd'hui, nous exprimons notre colère et notre douleur au regard de cette tuerie des chiens, car c'était notre façon de vivre, et on l'a éliminée.
La dépossession de mes compatriotes inuits m'a touché profondément et m'a fait comprendre que ce n'est pas une façon de traiter des êtres humains, qu'ils soient anglais, français ou chinois. De me rappeler que c'est leur culture et ne pas tenter de la changer. Je ne vais pas dire aux Italiens, aux Écossais ou à d'autres de changer leur façon de vivre. Cela m'a fait apprécier différentes cultures. Peter Atami, président de Makivik, et George Bertie, secrétaire de Makivik, s'efforcent d'encourager le retour des attelages de chiens et de montrer aux gens du gouvernement comment le massacre des chiens a pu affecter les Inuits. Ils comprennent bien le mal terrible fait aux meilleurs chasseurs qui en souffrent encore aujourd'hui. Regardons les mocheurs d'Ivakak. Le soleil se lève sur le Nunavik, mais la baie de Huaktak est habitée de doutes. Le pire, c'est qu'on ne saura pas. Voulait-on mieux nous contrôler ou notre espace nous voler? Étions-nous victimes de quelques lobbies? Dans cette immensité, on cherche toujours la vérité, tel un écho à la dignité. Ce massacre, nous aurions pu l'éviter. Il aurait fallu lutter. Alors, petite Marie, promets-moi de ne pas l'oublier et à ton tour de le raconter. Il est des héritages dont on se passerait volontiers. Mais comme des phares, ils guident nos pas. Ils éclairent nos consciences. De cette épreuve, peut-être retiens-tu de résister si tu ne comprends plus. Ang ituin nangin nimik, sukho singikutsi, kingunik sanganik.